Camp Boiro Inside. La cabine technique de Boiro est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit de Ardo Ousmane Ba. Épisode 5. Jeudi 20 septembre, L973. Lentement j'ouvris les yeux. Je n'étais pas dans la salle de torture, mais dans une cellule ouverte. À côté de moi un homme en blouse blanche était assis sur un tabouret. Un homme d'une taille moyenne avec un gros nez, une calvitie qui lui déplumait la moitié du crâne. Il s'approcha de moi avec un stéthoscope et me dit « Comment te sens-tu, 53 ?» Je le fixais d'un œil absent sans dire mot. Des taches de mercurochrome me couvraient les bras et la poitrine. Et ma surprise fut grande quand je constatais que mes mains n'étaient pas menottées. Les bourreaux ne s'étaient pas donné la peine de boutonner ma culotte et avec tristesse je regardais mon sexe si enflé. L'homme en blouse blanche tâta mon pouls et me reposa la même question. « Très mal, répondis-je. Attends, je vais appeler l'adjudant-chef Condé Alceni, qui va te donner un peu de tisane de quinqueliba, me dit-il. Quelque temps après, avec flegme, Condé Alceni me tendit un quart rempli à moitié de quinqueliba chaud. Son regard exprimait sa rageuse détermination et sa rigueur absolue dans l'application des consignes reçues. « Donne-moi le quart, je vais l'aider à boire le liquide pendant qu'il est chaud, lui dit l'infirmier. Par petites gorgées il me faisait avaler ce liquide qui commençait à me réchauffer et à me fournir un peu d'énergie. À sa sortie de la cellule, il appela l'adjudant-chef Condé Alceni pour lui demander de laisser la porte de la cellule entrebâillée et de passer de temps à autre pour s'enquérir de mon état. Puis tous deux regagnèrent le poste de police. L'envie de faire pipi me vint, épuisé je préférais me traîner sur les fesses jusqu'à la tinette qui se trouvait au fond de la cellule. Devant cette tinette, une fulgurante douleur me brûlait du bas-ventre aux organes génitaux. Cette douleur devint si vive qu'elle m'obligeait à me plier en deux. Je sentais un bouchon descendre lentement le long de mon canal urinaire. Comme dans la cabine technique, la sueur perlait sur mon front, je gémissais de douleur. Enfin un gros caillot de sang tomba dans la tinette, puis un long filet de sang noir suivit, mélangé à l'urine. Un peu soulagé, je me mis à ramper pour aller me coucher au milieu de la cellule. Camp Boiro Inside. Souvent, j'entendais les toc-toc du commandant Silla qui me demandait de me mettre à l'écoute. Aujourd'hui je ne pouvais aller répondre, malgré les miettes de pain qui m'attendaient. La nuit était tombée en faisant planer au-dessus de la forteresse la douleur morale, l'affliction, le danger et la certitude que mes hurlements de torture déchireront encore son silence. Cette nuit serait ma 4e nuit de torture. Certes, elle sera plus cruelle que les autres, à cause de mes plaies et surtout de mon organe génital si enflé. Pourtant, il faut tenir, malgré mes douleurs, tenir malgré la cruauté et l'arrogance des tortionnaires, tenir malgré les impitoyables décharges de feu, tenir au nom de la dignité humaine. La porte de la cellule s'ouvrit et l'adjudant-chef Condé Fadama me fit signe de venir. Camp Boiro Inside. Dans le poste de police Bembeya et Traoré Kaba m'attendaient. Dès mon arrivée la paire de menottes claqua autour de mes poignets et 2 militaires me conduisirent à la jeep. Dans la cabine technique était toujours vautré, sur la table, cet étrange personnage. Bengali Fodé et un autre gendarme entrèrent à leur tour dans la salle de torture. Bembeya s'empressa de donner une chaise au visiteur qui était aussi affreux que Traoré Kaba, avec un coup de boxeur en plus. Assis sur le parquet, j'attendais mon supplice. Le visiteur me regarda un instant avant de se diriger vers moi en disant « Sale espion, tu refuses de reconnaître que tu travailles pour le compte de Senghor. C'est ce que nous allons voir. » Puis il se tourna vers ses acolytes et leur demanda de préparer le matériel. « Alors qu'attends-tu pour répondre » cria Bengali Fodé. « Je n'ai rien à reconnaître, vous le savez mieux que moi, leur dis-je. »« Tu peux commencer Oularé » hurla Bembeya pour le visiteur. Aussitôt griffes et coups de poing tombèrent sur mon visage, mes joues et ma tête. Avec férocité Oularé s'était abattu sur moi. Étendu sur le parquet je me protégeais le visage avec mes bras. Cette brute de Oularé me releva en me tirant par les menottes. Le sang coulait de mes narines par saccades. Pauvre de moi, Bembeya m'arracha les menottes, et la chemise, et la culotte me laissant nu comme un verre. Heureusement, je n'avais devant quoi que des bêtes et non des hommes. Je n'avais plus honte devant ces monstres. Traoré Kaba me regarda, ensuite il éclata de rire. Ah, il a les couilles enflées, nous pouvons continuer ? Ça ne sera plus long. Le dépit m'empêchait désormais de réaliser tout ce qui se passait autour de moi. C'est seulement quand je fus violemment projeté par terre et que les fils électriques commencèrent à me mordre bras et chevilles, que je revins dans cet univers de douleur et d'humiliation. Les décharges électriques troublaient le silence de la nuit par mes hurlements. « Chien, as-tu changé de décision » gueulait Oularé. Derrière la porte, une voix juvénile et un peu nasillarde se fit entendre et tous les tortionnaires, excepté celui qui a été vautré sur la table, sursautèrent. Cette voix qui m'était inconnue ordonnait au bourreau de continuer. « Bembeya, où en êtes-vous ? Il résiste encore, répondit le tortionnaire.
Cissé n'a qu'à passer à l'action, car nous n'avons plus de temps à perdre. La bande de Mohamed est passée depuis longtemps et le Nfama a programmé celui-ci pour après-demain. Et l'homme mystérieux qui avait parlé s'éloigna. Ce qui était sûr, c'est que ma situation n'était pas du tout enviable. La bande de Mohamed Diarra était passée à la radio, maintenant il leur fallait à tout prix l'enregistrement de l'aveu composé par le comité révolutionnaire. Certes, ce fameux Cissé devait être le plus redoutable des tortionnaires avec détermination, j'attendais mon nouveau bourreau. Grande fut ma surprise quand je vis cette loque humaine se relever de la table et avancer lentement dans une démarche boiteuse. Il s'arrêta devant moi et fit signe aux autres de me détacher. Ce qui fut fait rapidement. Cissé était debout, les mains aux hanches, la lèvre inférieure pendante. Il n'avait rien à envier au plus affreux des démons. « Ousmane, me dit-il, sois persuadé que tu ne vaux pas plus que tous les officiers supérieurs, tous les ministres et autres, dont le monde a déjà entendu les dépositions à travers les antennes de la voix de la Révolution. Camboiro Inside. Sois convaincu que j'irai jusqu'au résultat escompté, même si tu dois y laisser la peau. » Ensuite, il se tourna vers Traoré Kaba, pour lui demander d'ouvrir la deuxième salle de torture. La brute se rua sur la porte de la pièce contiguë. Sur cette porte était dessinée une tête de mort et danger de mort était écrit en gros caractères rouges. Dans cette salle de torture, le matériel était composé d'un fût sans couvercle rempli d'eau, de 2 gros appareils avec plusieurs voyants lumineux. Ces appareils étaient soigneusement rangés sur une table au fond de la pièce, des prises de courant les attendaient sur le mur. 2 grosses poulies étaient accrochées en haut de la charpente, de chaque poulie pendait une longue corde dont le bout était muni d'un crochet. Cette citation écrite en gros caractères sur le mur du fond, me coupa le souffle un instant. Sous ma torture il n'y a pas de héros, en effet, j'apprendrai plus tard que rares sont ceux qui avaient préféré mourir sous la torture plutôt que de mentir avec des bourreaux, espérant crier la vérité demain. Siaka Souma, Paul Stephen, Sebold et d'autres anonymes, ont pourtant accepté le sacrifice suprême au nom de leur dignité et de leur amour-propre. L'histoire leur rendra-t-elle hommage ? Pour moi je ne cesserai d'admirer leur stoïcisme. Ligotez-le pour le vol plané de l'écureuil, ordonna Cissé. Étendu sur le parquet comme un mouton qu'on allait immoler, pour commémorer le sacrifice d'Abraham, les tortionnaires m'avaient amarré. Les chevilles et les poignets. Cissé vint s'assurer que ses apprentis avaient bien effectué la première opération. Ensuite, il descendit les 2 cordes pour glisser le crochet de la première entre les fils électriques qui entravaient mes chevilles et d'un geste ordonna à Bengali Fodé de tirer sur l'autre bout de la corde, avant de me hisser. Brutalement, mes pieds décollèrent du parquet et se ruèrent vers la charpente, mes boyaux compressèrent mon diaphragme. Ma tête était à quelques centimètres du sol, quand Cissé demanda à Bengali d'arrêter pour le moment. Oularé tendit au patron des bourreaux une étrange ceinture en cuir, munie de longs fils électriques. Ce dernier vint boucler la ceinture autour de mes reins, c'est ainsi que je sentis 2 électrodes en contact avec mon corps. Calmement Cissé exécutait les opérations et donnait des ordres. Les bourreaux tirèrent les cordes, m'envoyant à 3 mètres de hauteur pour m'immobiliser en attachant les bouts des cordes autour de barres de fer solidement scellées dans le mur. Immobilisé, je n'avais plus rien d'un humain. Un mal atroce me déchirait les épaules, les disques intervertébraux et des douleurs fulgurantes balayaient mes muscles abdominaux. Mes hurlements emplirent encore la cabine technique. Cissé se dirigea vers les appareils aux multiples voyants lumineux et les manipula. Alors la foudre s'abattit sur moi. Je hurlai ma douleur, une autre décharge et j'eus l'impression qu'un tremblement de terre avait tout fait écrouler autour de moi. Cette fois c'était du courant 110 volts. Ousmane, quelle est ta décision maintenant ? Grogna Cissé. Je sentais de l'urine ou du sang couler le long de mon corps. Le bourreau n'avait pas attendu ma réponse. Il avait jugé préférable de me plonger cette fois dans un brasier. Je hurlais, pissais et vomissais à la fois. Le brasier enveloppa mon corps en me secouant dans un spasme indescriptible. Ousmane, j'ai encore mieux que ça et surtout n'oublie pas que j'irai jusqu'au résultat escompté et quelle que soit l'issue, murmura Cissé. Mon ami Khalid Chanjandeh, le chasseur Bassari, m'avait dit au cours d'une veillée. Terry, devant certaines situations, n'aie jamais honte de courir. Courir pour aller chercher une arme appropriée, car celui qui affronte un adversaire plus fort et mieux armé se suicide et celui qui se suicide ne connaîtra jamais la joie incomparable d'être un jour réhabilité. Camboiro Inside. Cette nuit je donnai raison à Khalid Chanjandeh. Ousmane, j'ai pas de temps à perdre, hurla cette fois Cissé. De la tête je fis signe que je capitulais. Aussitôt une joie immense illumina le visage des bourreaux. Impassible Cissé me posa encore une question. Ousmane, es-tu prêt à enregistrer ta déposition ? Oui, répondis-je tout haletant, après tant de nuits de tortures infernales. Descendez-le, murmura Cissé. Je restais étendu sur le parquet, haletant et souffrant d'atroces douleurs. Certains tortionnaires avaient quitté la salle de torture, cependant Bengali Fodé et Traoré Kaba restaient. Une voiture ronflait devant le portillon avant de couper le moteur et l'infirmier qui était à côté de moi le matin, fit son apparition. Cet infirmier et un tortionnaire me déposèrent sur la civière pour me mettre ensuite dans l'ambulance. Leur infirmerie se trouvait au poste de police de la prison. Une grande table couverte d'une toile jaune était devant une fenêtre.
2 placards accrochés sur le mur d'en face. Rien de plus, sinon le lit, sur lequel il m'avait allongé. L'adjudant-chef Condé Fadama tournait dans cette étroite infirmerie et donnait des ordres aux geôliers. Habillé en guenilles, comme ces hommes, il se permettait de louer le bien-être dont la révolution avait comblé le peuple de Guinée. Après avoir pansé mes plaies, l'infirmier me fit 2 piqûres, puis il demanda à Fadama Condé de me faire donner une tisane de quinqueliba qu'il avait fini de préparer. Un geôlier me fit avaler gorgée par gorgée cette tisane chaude, car j'avais perdu pour le moment l'usage de mes mains. Cette fois ils me ramenèrent encore dans la même cellule. Incapable de penser quoi que ce soit, je sombrais dans le sommeil, malgré les douleurs qui me déchiraient. Camp Boiro Inside. Vendredi 21 septembre 1973. La nuit tant redoutée des prisonniers du camp Boiro était tombée depuis des heures. J'attendais mes bourreaux pour aller au fameux interrogatoire. Cette nuit l'angoisse et l'amertume m'avaient littéralement gagné. J'avais capitulé et accepté de reconnaître les aveux que le comité révolutionnaire réclamait. Ce comité révolutionnaire avait gain de cause après tant d'heures de torture. Pour la première fois, la porte de la cellule s'ouvrit sans bruit, je fis semblant de dormir. L'adjudant-chef Condé Alceni me tapota l'épaule et me demanda de venir avec lui. 2 malabars me soutinrent jusqu'à la Jeep devant le portail. Ils me conduisirent dans un bureau situé sur l'autre aile du bâtiment du siège du comité révolutionnaire. Les bourreaux de la salle de torture étaient confortablement installés autour d'une grande table au milieu de ce somptueux bureau. Un magnétophone et une pile de bandes magnétiques étaient sur la table. Je compris immédiatement que c'était l'enregistrement de l'aveu du comité révolutionnaire. Le cœur plein d'amertume, je m'installai devant le microphone de la diffamation et de l'humiliation. Ainsi, avec une voix brisée par la fatigue et la fièvre, je commençai à lire le document que l'adjudant-chef Bembeya avait déposé devant moi et dont il tirait doucement chaque feuille que je finissais de lire. Chaque mot articulé emplissait mon être de désarroi. Pourtant, malgré la révolte intérieure qui grognait en moi, il me fallait enregistrer intégralement l'aveu et faire la traduction en wolof. De temps à autre, je me trompais et le preneur de son arrêtait son engin pour reprendre l'enregistrement. Énervé par ces nombreux arrêts, Bembeya se mit à me faire des observations. « Fous-moi la paix », murmurai-je. Avec la même voix, je recommençai à lire l'aveu. De temps à autre, mon regard se posait sur ce magnétophone et ces 2 bobines qui déroulaient et roulaient la bande par ce mécanisme implacable qui avait immortalisé les voix de tant de victimes du comité révolutionnaire, instance suprême de la justice du Parti démocratique de Guinée. Profitant d'un arrêt, Bembeya demanda à Bengali Fodé d'aller dire au chef du poste de police de la caserne de ne pas faire sonner l'appel du clairon de 5 heures, car le comité révolutionnaire enregistrait. Cette nuit-là, je n'avais pas reçu de décharges électriques, ni de coups de fouet. Cependant, elle a été la plus cruelle de mes 5 ans d'incarcération. Camp Boiro Inside. L'extrait de ce texte se trouve dans un livre intitulé Camp Boiro aux éditions Présence africaine chez l'Harmattan.